On parlait de l'Afghanistan au début de ce journal, on y revient, parce que ce dont on ne parle plus, c'est du retour des exilés. Depuis l'instauration d'Hamid Karzai, ils sont des centaines de milliers à être rentrés chez eux, mais il y avait tellement d'Afghans à avoir fui le régime soviétique et celui des talibans, un record, que le retour continue. Tout ça a pris tellement de temps que ceux qui rentrent aujourd'hui à la maison ne savent même plus à quoi elle ressemblait. Diane Dupré-Latour. Ce marchand de glace a du succès auprès des enfants. C'est un des derniers souvenirs qu'ils emporteront avec eux. L'Afghanistan, ils n'y sont jamais allés. Ces familles sont en exil depuis 10 ans. Aujourd'hui, ils rentrent. Ils ont reçu entre 15 et 40 $ par personne pour partir et tout reconstruire chez eux. Là-bas, on va travailler pour notre pays. Nous sommes très heureux de notre nouveau roi, le président Karzai. Alors, on a décidé de rentrer. Chassés par les talibans, ils s'étaient réfugiés au Pakistan. Depuis que le régime pro-américain a pris le pouvoir en Afghanistan, on assiste au plus grand rapatriement de réfugiés des 30 dernières années. 2 300 000 personnes, 65 000 cette année. Ils rentrent dans un pays ravagé par la guerre. C'est sûr, ça va être très dur. Mais les Afghans veulent vraiment rentrer. Ils sont prêts à affronter le travail très difficile qui les attend. Au mois de septembre, ils seront chez eux et ils pourront voter aux élections parlementaires. Unis pour combattre. Dans la jungle birmane, ces deux princes sont parmi les plus puissants de la rébellion. Ils font partie de la même ethnie, les Shan. Ce sont les héritiers du roi de l'opium, le célèbre Khuntsa. La presse officielle vient d'annoncer la capitulation d'une de leurs brigades. Pour répondre à la menace, les Shan décident de faire front commun. En nous unissant, nous devenons plus forts. Nous aurons plus de chances d'obtenir l'autonomie. La rébellion a des armes, elle a de l'argent, celui du Triangle d'Or. Depuis un mois, le gouvernement central lui mène la vie dure. Il veut en finir avec ces milices qui lui résistent. Rangoon les accuse d'avoir organisé les attentats du 7 mai qui ont fait 19 morts dans l'explosion d'un supermarché. Mystérieuse explosion, on ne sait pas si c'est le gouvernement qui cherche à masquer ses divisions internes ou bien un véritable attentat terroriste. La hache de guerre est déterrée, signe qui ne trompe pas. Entre 200 et 500 Birmans franchissent la frontière tous les jours pour se réfugier en Thaïlande. Les urnes sont transparentes, le pouce des votants coloré à l'encre indélébile. Et pourtant, c'est la première fois qu'un scrutin est contesté aussi massivement au Kirghizstan. L'OSCE ne s'est pas laissé prendre à cette mascarade démocratique et condamne le scrutin sans détour. Les électeurs ont été achetés à coups de billets et de vodka. Askar Akayev, le tout-puissant président, a placé toute sa famille au Parlement, empêchant plusieurs membres de l'opposition de se présenter aux élections, comme dans l'Est, où le candidat local n'a pas eu le droit de faire campagne contre la fille du président. Et le despote tient les médias d'une main de fer. À la télévision publique, un pas est fait sur les manifestations dans l'Est. Radio Liberté, la seule radio indépendante qui revendique 1 million d'auditeurs, a été réduite au silence par les services de télécommunication. L'imprimerie, qui édite tous les journaux d'opposition, est privée d'électricité depuis une semaine. L'ambassade américaine a immédiatement fourni un groupe électrogène et quelques 600 000 $ pour permettre à l'opposition de continuer de s'exprimer. Car le Pentagone aurait tout à gagner à voir ce pays musulman, frontalier de l'Afghanistan, se rallier au monde démocratique occidental. Révolution jaune, révolution des tulipes, fort du soutien américain, les journaux de l'opposition spéculent déjà. Mais pour l'instant, aucune figure charismatique capable de galvaniser les foules, comme Yushchenko en Ukraine, ne se dégage de l'opposition kirghize. Le régime de Pol Pot a exterminé presque 2 millions de Cambodgiens entre 1975 et 1979. Mais même s'ils ne sont plus là, les Khmers rouges n'ont pas fini de ravager le pays. Aujourd'hui, ce sont les enfants des victimes qui continuent d'en payer le prix dans leur chair. Des milliers d'enfants vivent dans les décharges de Phnom Penh. Les garçons fouillent les déchets putréfiés et les filles sont prostituées par leurs parents. Christian et Marie-France Despalières connaissent bien ces enfants. Ça fait 12 ans que ce couple de retraités français vient en aide aux chiffonniers. Là, les plus pauvres n'ont pas le droit de fouiller là-dessus. Pour être le premier, il faut prendre des risques énormes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont écrasés, qui disparaissent sous les ordures. En guise d'éducation, ces enfants n'ont appris que 2 choses, la débrouille et la violence. Du coup, les défis du Cambodge dépassent ceux des autres pays pauvres. L'argent ne suffit pas pour reconstruire le pays. C'est vrai que c'est un travail beaucoup plus profond. Ce n'est plus simplement une question d'argent. C'est le problème de redonner, que la société cambodgienne retrouve ses valeurs.
La tragédie est encore trop récente pour appartenir à l'histoire. Pour le 30e anniversaire de la guerre, les commémorations ont été pour le moins discrètes. Le gouvernement n'a rien organisé. C'est trop tôt. Les Khmers rouges ne sont pas finis puisqu'ils ont vraiment démoli l'âme. Ils ont vraiment touché le fond de la société. On ne peut pas démolir un pays autant. 3 milliards de dollars ont été injectés par la communauté internationale. Mais les Dépalières ont compris que la jeune génération a besoin d'autre chose. Ils ont construit un centre près de la décharge. Là, les salles de classe, la cour de récréation et derrière, la formation professionnelle. Plus tard, quand ils seront grands, les enfants seront placés dans des hôtels de luxe. C'est sur le tourisme que le Cambodge mise pour s'en sortir. C'est une des plus grandes manifestations que Mexico ait jamais connues. Presque 1 million d'habitants défilent en silence dans la capitale. Ils sont là pour soutenir leur maire, López Obrador. Cet homme politique médiatisé, c'est le chef de file de la gauche mexicaine. Depuis le 8 avril, le Parlement l'a destitué de ses fonctions. Motif, il a refusé d'obéir à une décision de la justice sur les travaux de voirie de Mexico. Obrador risque la prison et surtout de ne pas pouvoir se présenter au présidentiel en 2006. Pour l'instant, c'est lui que tous les sondages donnent comme grand favori. Ils veulent m'interdire de faire de la politique pour que mon nom n'apparaisse pas sur les listes électorales en 2006. La cote de popularité d'Obrador explose et il devient le martyr de la cause démocratique mexicaine. D'ailleurs, ce sont ses propres ennemis, ses adversaires politiques, qui ont payé la caution au parquet pour qu'il ne soit pas emprisonné. Le pire pour eux serait d'en faire le prisonnier le plus médiatique de tout le Mexique. Ainsi va le monde. L'info continue sur la chaîne Info.